Alors ce matin, je vais juste vous poser une question relativement simple. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Oui, parce que si la réponse est oui, c'est que vous n'avez pas regardé les marchés depuis, 5 semaines. Et franchement, je dois avouer que je vous envie un tout petit peu. Alors, profondément, je vous envie. Sincèrement, je vous envie. Je vous envie comme on envie un peu quelqu'un qui est en train de dormir dans un avion pendant que il y a des grosses turbulences et que le reste de la cabine est en train de faire ses prières. Parce que moi, je suis debout depuis 4 heures ce matin et je regarde des graphiques qui ressemblent grosso modo à un toboggan dans un parc aquatique, un toboggan qui se terminerait dans un parking souterrain bien glauque. Et pendant ce temps-là, on écoute Trump parler de grands bateaux. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. On est le lundi 30 mars 2026 et la semaine commence exactement comme elle devait commencer, c'est-à-dire très mal. Et malgré tout ça, je suis là quand même. Et moi, je suis toujours Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors déjà, on va commencer par situer le contexte pour ceux qui auraient passé le week-end dans une grotte, ce que je vous recommande parce que comme stratégie d'investissement en ce moment, la grotte, c'est probablement pas plus mal que le S&P 500. On vient d'enchaîner 5 semaines consécutives de baisse sur les marchés américains. 5. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en mai 2022. Et à l'époque, si vous vous souvenez un peu, on avait une bonne excuse. La Fed était en train de monter les taux pour essayer de flinguer l'inflation. Alors oui, c'était brutal, oui, c'était douloureux, mais au moins, c'était plutôt logique. Il y avait quand même l'impression qu'il y avait un pilote dans l'avion. Aujourd'hui, le pilote, il s'est barré de la cabine, il est dans le couloir, il parle de grands bateaux aux journalistes, et il pense que tout va bien se passer d'ailleurs. Mais alors techniquement, et je pèse mes mots, c'est très moche. Le Dow Jones est en zone de correction, le Nasdaq est aussi en zone de correction, le S&P 500, il a ça d'y aller de toute manière. Il a perdu 7,4% sur le mois de mars, on en a parlé ce week-end. La VIX est au-dessus des 30%. Et oui, le marché a très peur. L'indice Greed and Fear que vous voyez à l'instant est à 10. Alors 10, ça veut dire extrêmement peur. Bon, ce qui, entre nous, et en parenthèse, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que extrêmement peur, c'est un signal d'achat. Ça compense par rapport à tout le bordel qu'on a en ce moment. Le vrai problème, c'est peut-être celui-là qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus nulle part où se planquer en ce moment. Normalement, quand les actions baissent, vous allez dans les obligations, sauf que les obligations, là, elles vont pas bien non plus. Le rendement du 10 ans américain, il a pris 50 points de base sur un mois. C'est du jamais vu depuis bien longtemps. Là, on frôle les 4,5%. Vous voulez y prendre de l'or? Alors, il est en baisse de près de 20% depuis les plus hauts. Alors, peut-être que ça repartira, mais pour l'instant, on est au bord du bear market sur l'or. Le Bitcoin, on n'en parle même plus parce que les trucs spéculatifs, c'est pas tellement à la mode en ce moment, puisque tout le monde est en mode survie. Reste peut-être, la tech alors. L'ETF des Magnificent Seven, il est en baisse de près de 20% depuis les plus hauts du mois d'octobre dernier. Meta et Alphabet, ce qu'ils nous ont fait la semaine dernière, ça n'a pas vraiment aidé les choses. Et finalement, le seul truc qui monte en ce moment, c'est le dollar. Parce que tout le monde vend tout ce qu'il a pour pouvoir acheter des dollars et se battre pour acheter du pétrole ensuite. C'est à peu près la seule logique qui tient un tout petit peu la route dans ces marchés en ce moment. S'il y avait une seule phrase qu'il fallait retenir cette semaine, c'est « Il n'y a vraiment plus nulle part où aller se planquer ». Voilà, c'est dit. On peut commencer à passer à autre chose. Pendant des mois, les marchés ont fonctionné avec un filet de sécurité invisible, mais qui était quand même rassurant, et ce filet, on l'appelait le Trump Put. Le principe était assez simple, si les marchés plongeaient vraiment, Trump faisait un taco, à savoir, il faisait une annonce rassurante, il dansait un peu le YMCA, et il reculait sur ses menaces et puis tout repartait à la hausse. C'est un peu comme ça que ça s'est passé l'an dernier avec les tarifs douaniers, les marchés ont chuté, Trump a fait sa pirouette et le S&P 500 a rebondi comme une balle magique. Sauf que là, le put, il est arrivé à échéance. Il est presque à la casse et il ne répond plus à personne. Il y a un analyste qui a dit la semaine dernière « Les volte-face constants et la fatigue permanente des headlines commencent à saper l'efficacité du Trump put. » Il y en a un autre qui était encore plus précis. Les investisseurs ne prennent plus ses déclarations au pied de la lettre, ils tradent contre lui. Fascinant, non, Quand même, le marché, il a évolué, il a appris, il fait comme le chien de Pavlov, mais dans l'autre sens. Avant, quand Trump parlait
le marché montait. Maintenant, quand Trump parle, le marché, il attend. Il croise les bras et puis il dit « Ouais, bah montre-moi déjà des preuves et puis après on discutera. » Et pendant qu'il attend la preuve, le pétrole, il attend pas. Ce matin, le WTI est au-dessus des $100 le baril et l'interview du week-end dans le Financial Times n'a pas franchement aidé. On a un peu l'impression que la guerre va continuer encore un petit peu. Dimanche soir, Trump a accordé une interview au Financial Times, le FT, le journal de référence de la finance mondiale, enfin, un des journaux de référence, un journal sérieux, sobre, avec des gens qui portent des costumes qui coûtent plus cher que votre bagnole, et nous, on attendait quand même globalement quelque part un Churchill. Bon, on a eu un coach de baseball de ligue mineure complètement torché qui vient de remporter sa première victoire de la saison par forfait. Oui, parce que la pépite absolue de cette interview, c'est quand même le président américain. La perle, le diamant brut, le moment qu'on mettra dans les livres d'histoire, c'est quand le président des États-Unis, l'homme qui a les codes nucléaires, l'homme dont les décisions font bouger des milliers de milliards de dollars dans capitaux, il explique très sérieusement avoir négocié avec l'Iran le passage de 20 cargos pétroliers de grands bateaux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Des grands bateaux de pétrole. Il pense que l'Iran lui a accordé ce passage par signe de respect. Pas parce qu'il y a une négociation complexe en cours, pas parce que des diplomates travaillent depuis des semaines. Non, juste par respect. Un peu comme si l'Iran avait décidé de lui laisser la dernière part de pizza parce qu'il est quand même vachement sympa. Alors moi, je suis debout depuis 4h du matin pour analyser les déclarations d'un type qui décrit sa politique étrangère comme un gamin de 8 ans le ferait. Et c'est pas tout parce que dans la même interview, la même, pas une autre, dans la même colonne, Trump a laissé entendre qu'il pourrait éventuellement peut-être envoyer ses soldats s'emparer de l'île de Kharg Island. Textuellement, peut-être qu'on va la prendre, peut-être pas, on a beaucoup d'options, je pense pas qu'ils aient la moindre défense, on pourrait la prendre très facilement. Kharg Island, le terminal par lequel transitent 90% des exportations pétrolières iraniennes. Très facilement, avec la nonchalance d'un mec qui est en train d'envisager d'acheter une résidence secondaire autour de la région de Boston. Et dans la même interview, toujours la même colonne, il dit qu'un accord rapide avec Téhéran est possible parce que, je cite, ils ont tellement massacré le gouvernement iranien qu'il y a maintenant un nouveau régime. Donc, selon Trump, les frappes aériennes ont tellement bien marché qu'on peut maintenant négocier avec les gens qu'on vient de bombarder. Résumons le plan de Trump pour le Moyen-Orient. On a d'abord le plan A qui serait un deal diplomatique, puis le plan B qui serait invasion et pillage énergétique, et puis alors il y a un plan C qui est là en filigrane, qui serait d'aller extraire le matériau nucléaire iranien à la main. Ah non, mais j'ironise même pas sur le plan C. Selon le Wall Street Journal, il semblerait qu'il y a vraiment une option que Trump est en train d'évaluer. Parce que pourquoi pas, on est en 2026, et puis avec Trump, tout est possible, ne serait-ce que sur les mots. Alors maintenant, parlons rapidement de ce qui se passe vraiment sur le terrain géopolitique, parce qu'au-delà de Trump et de ses grandes déclarations, il y a une réalité physique qui s'impose. On pensait que Hormuz, c'était le pire scénario. 20% du pétrole mondial qui passe par un seul détroit, c'est catastrophique, c'est effrayant, c'est ingérable. Bonne nouvelle, il y a un sous-sol. Oui, on peut encore creuser plus bas. Et plus bas parce qu'il y a les Houthis. Les Houthis, alors vous le savez, c'est des combattants pro-iraniens du Yémen qui ont décidé que cette guerre, c'était aussi la leur, colonel. Ils sont en train de regarder avec des jumelles en direction du détroit de Bab el-Mandab. Bab el-Mandab, c'est là. C'est le couloir entre le Yémen et Djibouti. Et leur porte-parole, celui des Houthis, a déclaré sur Al Jazeera, avec le sang-froid de quelqu'un qui tient le monde à la gorge, que ce détroit serait bloqué si Israël ne cessait pas ses attaques contre l'Iran. Voilà ce qu'il faut donc comprendre. Et je veux, vraiment, j'insiste, je veux que vous reteniez ça. Hormuz, c'est le pétrole. Bab el-Mandab, c'est tout le reste. Environ 12% de l'ensemble du commerce mondial passe par ce petit bout de mer. Pas 12% du pétrole, 12% du commerce mondial. Les téléphones, les vêtements, les composants électroniques, tout ce qui part d'Asie pour aller en Europe, via le canal de Suez, passe par ce détroit. Si Bab el-Mandab saute, c'est pas un choc pétrolier, c'est une rupture de la chaîne d'approvisionnement mondiale en pleine période inflationniste, avec une Fed qui patauge dans la semoule et qui sait plus du tout, mais alors plus du tout quoi faire. Certaines banques d'affaires disent même qu'il y a aussi un risque sur le terminal pétrolier de Yanbu en Arabie Saoudite, et si les Houthis attaquent Yanbu, c'est là. Si les Houthis attaquent là-bas, le baril va monter instantanément
à 120 $. Je vous laisse imaginer comment les marchés vont réagir à ça. Ce matin, c'est également le bain de sang en Asie. Le Japon prend la double peine, contagion américaine d'un côté avec la clôture de vendredi et vulnérabilité d'une économie qui importe quasiment 100% de son énergie. Un baril à 120 $ pour Tokyo, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est carrément une hémorragie industrielle silencieuse. La Bank of Japan, qui commençait tout juste à normaliser sa politique après des années de taux négatifs, on le sait, se retrouve coincé dans une espèce de dilemme classique, monter les taux pour contenir l'inflation importée ou les garder bas pour soutenir une économie qui commence à boiter bien bas. La réponse probable, c'est rester immobile, se mettre en position latérale de sécurité et espérer que Trump ferme sa. Le Nikkei était en baisse de 5% ce matin, puis Trump a reparlé, alors cette fois dans le couloir d'Air Force One. Il a parlé aux journalistes en disant que les négociations avec l'Iran se passaient extrêmement bien et qu'un cessez-le-feu pourrait être annoncé très bientôt. Et paf, là, le Nikkei est remonté un peu seulement, et les futurs américains sont même repassés dans le vert. Ah, je vous jure, sérieux, faut s'accrocher, hein. Moi, je suis debout depuis des heures, au milieu de la nuit, et en l'espace de 3 déclarations improvisées dans un couloir d'avion, l'autre nous rechange la donne. Ah, c'est littéralement épuisant. C'est épuisant de devoir analyser les humeurs d'un type aussi cohérent qu'une huître pas fraîche, rester au soleil trop longtemps sur l'étalage de l'écaillé. Mais ça, c'est le job en ce moment. Oui, c'est notre job. Écouter un gamin de 8 ans jouer à risque en version live et faire semblant qu'on a une stratégie qui va tenir jusqu'au prochain tweet. La Corée du Sud ouvre aussi dans le rouge ce matin. Séoul est en première ligne des répercussions tech mondiales. Quand le Nasdaq tousse, bien sûr, Séoul chope la grippe. Et là, le Nasdaq, il a pas toussé. Il fait une espèce de bronchite carabinée infectieuse avec des complications pulmonaires. Là, il est en train d'attendre sur un brancard aux urgences et les médecins sont débordés. Et puis, il y a l'Australie ce matin qui vient d'annoncer qu'elle coupe sa taxe sur les carburants de moitié, ce qui n'est pas possible d'être fait en France. C'est pas une mesure électorale qu'ils sont en train de prendre. C'est un gouvernement qui est en train de regarder les prix à la pompe exploser et qui sait ce que ça fait au pouvoir d'achat. D'ailleurs, aux États-Unis, à la pompe, le gallon s'approche des 4 $, $1 de plus qu'il y a un mois, et on sait que ce seuil, le seuil mythique des 4 $, c'est psychologiquement difficile pour les Américains. Les ménages réduisent leurs déplacements, ils réduisent leurs vacances, ils réduisent leurs courses, ils réduisent leur consommation, et ça finit dans les chiffres de la consommation, justement. Et les chiffres de la consommation, ils finissent dans les résultats des entreprises. Et les résultats des entreprises, ils finissent dans les cours de bourse. Et voilà, la boucle est bouclée, et franchement, elle est moche. Bon, on va peut-être changer un petit peu de sujet, mais il faut quand même que je vous parle d'un truc, c'est le private credit. Oui, je sais, vous vous en foutez complètement. Vous vous en foutez complètement parce qu'on a une guerre, un détroit fermé, un baril à 100 $, des marchés en chute libre et un président qui parle comme un enfant de CP. Mais quand même, rapidement, parce que ça pourrait servir. Pas maintenant peut-être, mais plus tard. Le secteur du private credit, on le sait, ça représente plein de milliards de dollars d'encours, rien que ça, et ça commence à montrer de vraies fissures. UBS prévoit d'ailleurs un taux de défaut qui pourrait atteindre les 15%. Alors 15%, c'est 3 fois les niveaux qu'on attendait il y a encore 1 mois et demi ou 2 mois. Les BDC, ces véhicules cotés qui sont exposés à cette dette, se négocient avec des décotes de 25% au plus sur leur valeur comptable. Les fonds semi-liquides appliquent donc leur cap de rachat pour éviter que les clients viennent tout vendre. Alors je vous vois venir tout de suite, hein, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est un moment Lehman Brothers? La réponse est non. En tout cas, selon les analystes sérieux, hein, le système bancaire n'est pas directement exposé. Merci aux réformes post-2008 qui ont fait leur taf, et c'est plutôt une lente combustion en ce moment. Des prêts accordés à des boîtes logicielles, dont les modèles sont désormais exposés ou explosés par l'intelligence artificielle, et le vrai risque, c'est que ce dossier soit complètement ignoré pendant que tout le monde regarde le détroit d'Ormuz, ce qui est exactement en train de se passer. Et quand la guerre s'arrêtera, si elle s'arrête un jour, ce sujet sera toujours là, bien au chaud, peut-être avec 3, 4, 5, 6 mois de maturation supplémentaire. Alors retenez le sujet, c'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Il n'y a pas d'action à prendre, mais il faut s'en souvenir. Voici donc où nous en sommes en ce lundi matin du mois de mars, dernier lundi du mois de mars. On a un président qui parle de la guerre comme un gamin de 8 ans, des Marines à 2 doigts d'une île pétrolière iranienne, des Houthis qui menacent un deuxième détroit parce qu'apparemment un seul, ça ne suffisait pas, une Fed qui doit décider si elle monte les taux ou pas dans un contexte où la bonne réponse n'existe probablement pas, et un secteur du private credit qui se fissure en silence dans un coin comme une tuyauterie qui lâche pendant qu'on regarde l'incendie au milieu du salon. La bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours une bonne nouvelle dans ce genre de choses, c'est que la semaine sera courte. Vendredi, c'est vendredi saint et donc les marchés sont fermés.
partout. La mauvaise, c'est que le Bureau of Labor Statistics a choisi ce même vendredi pour publier les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi américain, le rapport le plus suivi du monde. Il sera publié le jour où personne ne peut réagir en bourse. Alors c'est soit du génie administratif, ce dont je doute un peu, soit exactement le genre de coïncidence qui donne envie de croire aux théories du complot. Il faut donc se préparer à une ouverture explosive le lundi de Pâques, donc dans une semaine, parce que les States, eux, seront ouverts le lundi de Pâques, et après un week-end de 3 jours, avec les NFP, les 22 tweets de Trump et la fin de l'ultimatum américain contre l'Iran, on peut supposer qu'on va bien se marrer. Allez, bon début de semaine à tous malgré tout ça, et dites-vous bien qu'il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que personne n'a mentionné le mot stagflation dans les nouvelles du matin. Je termine malgré tout avec la phrase du jour, parce que celle-là, elle vaut quand même son pesant de cacahuètes. Je cite, « Il semble que dorénavant l'objectif de la guerre contre l'Iran soit déplacé vers l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui était déjà ouvert avant la guerre. » C'est le ministre de la Défense du Pakistan qui a dit ça, et franchement, c'est pas mal. En attendant, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, activez la cloche pour ne rien rater de la prochaine, et revenez demain pour un prochain Morning Bull Live avec plein de commentaires ridicules du président américain, puisque c'est ça, notre cam du moment. Allez, bonne journée, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.